Bien, c'est bon, on m'entend ? Bonjour à tous. Je vois que la conférence est très attendue. Vous voulez que je parle plus fort ? Je ne peux pas parler plus fort, c'est le micro qui parle plus fort. Est-ce que tout le monde m'entend ? Y compris ceux qui sont derrière. Alors, s'il y en a qui sont... vous pouvez... certains peuvent peut-être juste un peu rentrer. Il y a encore quelques marches si vous voulez vous installer. Ceux qui souhaiteraient... suivre la conférence en visio, on l'a retransmis aussi dans l'autre salle qui est de l'autre côté de l'école, la salle Renzo Piano. Et s'il y en a certains qui sont actuellement en salle Renzo Piano et que vous avez des questions à poser à l'issue, n'hésitez pas à revenir une fois que l'amphi sera vidé et on répondra à vos questions puisque là-bas la retransmission ne permet pas les échanges. D'abord, merci à tous d'être venus. Bienvenue à l'École nationale supérieure d'architecture de Normandie. Comme chaque année, vous êtes très nombreux, voilà, avec beaucoup de questions. En général, beaucoup d'entre vous ont une connaissance de l'architecture assez lointaine, parce que peu d'entre vous ont, on va dire, des relations directes avec des architectes. Donc, il y a plein de questions. Et moi, je vais répondre à quelques-unes de ces questions-là probablement, mais je vous invite vraiment à prendre votre temps pour aller dans les étages, voir ce que les étudiants et les enseignants ont fait ce semestre, parce que ça vous donnera une idée beaucoup plus concrète, on va dire, et puis surtout, n'hésitez pas à échanger avec les étudiants, parce que c'est eux qui vont vous apporter vraiment enfin, en tout cas aux jeunes candidats qui vont apporter les réponses les plus concrètes sur comment ça se passe au quotidien, etc. Qu'est-ce qu'on demande de faire, voilà. Donc ça, vraiment, c'est l'opportunité des journées portes ouvertes. Je voulais aussi vraiment remercier tous les services administratifs, les enseignants, les étudiants qui ont préparé tout cet aménagement, parce que ça demandait un énorme travail. Et j'ai d'autant plus de raisons de remercier que j'étais en mission internationale hier soir, donc moi je n'ai absolument pas pu participer matériellement, donc un grand merci à eux. Vous pourrez voir toutes les installations. Ça demande un temps très important de préparation. Et puis vous avez aussi dans le parc, alors la météo n'est pas au beau fixe, mais les dernières réalisations des licences 2 aussi que vous avez pu voir en arrivant. Donc voilà, vous avez l'école est pour vous toute la journée. Vous avez la cafétéria si vous voulez vous restaurer. Donc vraiment, prenez votre temps dans cette journée pour pouvoir avoir tous les éléments d'information. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Ce que je vous propose, c'est que je déroule un peu une série d'informations un peu générales. En gros, on va dire autour de 35-40 minutes si je me laisse pas trop partir dans des considérations trop détaillées. L'idée, c'est plutôt de favoriser l'échange après. Toutes les questions sont bonnes à prendre, à poser, voilà, y compris de la part des plus jeunes, puisque c'est pour vous qu'on organise cet événement, donc n'hésitez pas. Et puis si vous avez des questions peut-être un peu plus précises, détaillées, je serai toujours là. Les enseignants sont là aussi, ils sont plutôt dans le grand hall pour répondre à vos questions s'il y a des éléments. Et puis vous avez pu voir les services administratifs international et formation qui sont dans la table centrale, qui ont eux aussi des réponses sur des modalités plus techniques si vous avez des questions de ce point de vue-là. Alors, premier élément d'information, parce que probablement que si vous êtes là, c'est que vous envisagez de candidater sur Parcoursup. En général cette année, peut-être l'année prochaine si certains sont en première. Et donc, le panorama des écoles d'architecture. Donc, il y a 21 écoles maintenant. Il y en avait 20 l'année dernière. Il y en a une nouvelle qui s'est créée à La Réunion. Donc, vous avez la possibilité de choisir ces écoles. Par contre, on est encore dans un système où une école vaut un choix sur Parcoursup. Donc ça vous limite un tout petit peu parce qu'il faut forcément se réserver d'autres possibilités. Mais enfin là, ça vous donne la cartographie complète. Alors ce qui est en rouge foncé, ce sont les écoles nationales supérieures d'architecture, les ENSA, qui délivrent toutes le même diplôme, avec des colorations locales un peu différentes, mais c'est le même diplôme, c'est les mêmes qualifications, c'est le même cadre légal.
le diplôme valant licence au bout de 3 ans, le diplôme valant master au bout de 5 ans, et le doctorat pour une grande partie d'entre elles. Donc là, c'est ce qu'on appelle les ENSA. Il y a juste le cas de Lille et de Bordeaux qui délivrent aussi un diplôme de paysage, et donc ce sont des ENSAP, puisque c'est architecture et paysage. D'accord ? Donc là, c'est les 21 écoles publiques d'enseignement d'architecture qui dépendent du ministère de la Culture. Il y a une 22e école publique, c'est le département d'architecture de l'INSA à Strasbourg, qui est une école d'ingénieurs et qui est fondée historiquement en fait par les Allemands, et donc il y a un département architecture au sein de cette INSA. Sur la question architecte-ingénieur, on pourra poser toutes les questions que vous souhaitez, mais la plupart des écoles, comme l'INSA de Strasbourg, mais comme nous, délivrons aussi des diplômes de bicursus architecte-ingénieur. Donc ça, c'est un autre choix que vous pouvez faire qui dépend de 2 établissements qui se mettent d'accord pour délivrer 2 diplômes. Je vous présenterai en détail. Et ensuite, il y a une école privée qui est à Paris, qui a été fondée à la fin du 19e, qui est l'école spéciale d'architecture, qui est la seule école privée d'architecture. Voilà, toutes les autres écoles privées dans le design ne délivrent pas de diplôme qui permet d'accéder à la profession d'architecte. D'accord ? Vous pourrez éventuellement, en faisant ces écoles privées ou publiques d'ailleurs, dans le domaine du design, de l'architecture d'intérieur, etc., postuler pour intégrer une école d'architecture, mais vous ne pourrez pas exercer le métier d'architecte, qui est un métier réglementé et donc qui est protégé, on va dire, comme le sont les avocats, les experts comptables ou les notaires. Une dernière école aussi qui est l'école de Chaillot, peut-être c'est un nom que vous connaissez, mais ça forme les architectes du patrimoine. Mais ça, c'est en post-diplôme, donc une fois qu'on a fait le master. Le calendrier Parcoursup, je pense que vous le connaissez tous, il est national, donc il n'est pas spécifique aux écoles d'architecture. Ce qui est spécifique à l'ENSA Normandie, ce sont les journées d'admission, les entretiens 13 et 14 mai. Chaque école d'architecture a ses journées différentes. Donc il se peut que ce soit les mêmes jours qu'une autre école. Voilà, on n'a pas encore une organisation nationale, même si on essaye d'y travailler avec le ministère. Et donc c'est les 2 journées qu'il faut retenir dans votre calendrier. Donc c'est en présentiel et c'est ici à l'école. Ensuite, pour les phases d'admissibilité, on a environ 2500 candidatures à l'école. Ça varie plus ou moins parce que en fonction de ceux qui confirment définitivement leur candidature ou pas. Et on a essayé l'année dernière de multiplier par 2 le nombre d'admissibilités pour élargir notre socle de recrutement. Il y a 2 ans, il fallait avoir 16,86 de moyenne en terminale pour accéder à l'oral, et on trouvait que c'était pas très pertinent. Donc, on a fait différemment. On a dédoublé, on fait 2 jours d'oraux, et on a dédoublé les jurys. Et donc, on arrive à auditionner environ 1000 candidats. Sont valorisées essentiellement les notes de français, puisque c'est les seules épreuves nationales qui ont été réalisées par les étudiants qui sont encore au lycée. Si vous êtes déjà bachelier, c'est plutôt la moyenne du bac. Et on a quelques dispositifs d'accès direct à l'admissibilité si vous êtes sportif ou artiste de haut niveau, si vous avez suivi le dispositif égalité des chances. Et on essaye aussi de maintenir le niveau de candidature des filières générales, technologiques ou professionnelles pour, on va dire, assurer une équité de l'ensemble des filières d'accès à l'école. Et donc ensuite, on a une phase d'admission. Si vous êtes admissible, vous êtes convoqué ici, soit le 13, soit le 14 mai. S'il y en a qui nous suivent à distance et qui habitent à l'étranger, l'admission se fait en visioconférence, mais on essaye vraiment de favoriser l'entretien sur place. Ce qu'on vous demande, c'est savoir vous présenter. Donc on prend 20 minutes. Hein, ça, c'était aussi une décision parce qu'avant c'était un peu
à la chaîne toutes les 10 minutes. Donc là, on essaie de prendre le temps pendant 20 minutes d'avoir un vrai échange entre le candidat et les membres du jury. Donc je le rappelle, le membre du jury, c'est un enseignant et un ancien diplômé de l'école. En gros, il n'y a pas un timing avec... les 20 minutes sont respectées. Dans ces 20 minutes, le jury peut piloter un peu comme il veut en fonction de ce qu'il arrive à échanger avec le candidat. Mais globalement, pour donner une première trame, c'est à peu près pendant 5 minutes, le candidat raconte qui il est, ce qu'il fait, pourquoi il est là, pourquoi il s'intéresse à l'architecture, pourquoi il s'intéresse à l'école d'architecture de Normandie, etc. Donc ça, c'est plutôt une capacité à exprimer, on va dire, son cursus et à développer ses compétences, on va dire, ou à les faire partager. Ensuite, on essaye de travailler avec le candidat sur ses capacités d'observation de l'espace, des représentations de l'espace, etc. Donc d'échanger avec lui sur comment il perçoit l'espace, qu'est-ce qu'il comprend de l'espace. Voilà, donc ça peut se passer par le biais d'une image qu'on lui présente ou par le biais d'une discussion qu'on a sur un espace qu'il est particulièrement aimé, etc. Donc là, c'est plutôt l'idée de comprendre comment le candidat, n'ayant aucune formation d'architecture, parce qu'il y a très très peu de formations dans lesquelles il y a des modules d'architecture au lycée, donc on vous demande pas d'être architecte avant de faire une école d'architecture, on vous demande simplement d'avoir une curiosité sur voilà, comment je perçois, comment je sais voir, comment je sais analyser les émotions ou ce que me procure un espace, comment il est constitué. Ça peut être un paysage, ça peut être un territoire, ça peut être un espace plus restreint. Et puis 5 minutes un peu d'échange aussi pour savoir, voilà, peut-être que le candidat, il a un profil qui irait mieux dans telle ou telle filière et donc essayer de l'accompagner sur peut-être un autre choix ou peut-être lui demander de poursuivre, de creuser un peu pourquoi il veut venir dans cette école, qu'est-ce qui l'intéresse particulièrement. Peut-être aussi le jury voit que c'est un candidat brillant et qu'il a envie qu'il vienne, donc dit voilà, on va lui donner tous les arguments pour qu'il choisisse finalement de venir vraiment à l'école. Et le classement à l'oral, c'est assez simple, hein. Soit c'est admis en priorité, donc le candidat, c'est un bon cursus scolaire, un bon oral, etc., parcours brillant, voilà, donc ça c'est admis en priorité. Admis, c'est parce qu'il y a quelques éléments sur lesquels on a peut-être des doutes, mais globalement, il est apte à entrer en école d'architecture. Avec réserve, parce qu'il y a quelques éléments qui semblent un peu fragiles. Il faut savoir que le dossier scolaire, c'est pas une question, on va dire, de niveau, de compétences attendues, mais c'est plutôt une capacité à travailler. Parce que c'est des études longues, c'est des études qui sont chronophages, c'est des études dans lesquelles il y a une capacité de travail très importante qui est demandée. Et puis non admis, parce que manifestement, voilà, même si le candidat a des motivations pour venir, manifestement il y a une incompatibilité entre les deux. Voilà, donc chaque année les proportions varient assez fortement, mais voilà, peut-être des non admis c'est autour de 10, 15, 20% pour vous donner un ordre d'idée sur les 1000 qui ont été admissibles à l'oral sur les 2500 qui étaient candidats. De mémoire, l'année dernière, on est descendu au 350e, donc on a 100 places. Et de mémoire, l'année dernière, on est descendu au 350e. Mais ça, vous avez les statistiques sur Parcoursup. Hein, c'est au moins l'intérêt de cette plateforme, c'est que toutes les données statistiques, vous les avez. Donc, il n'y a pas de... il y a en transparence la plus complète. On a, je vais en parler, mais 3 filières de recrutement. Sur Parcoursup, il y en a 2. La filière architecture, donc là, on a 100 places. Et c'est là où je disais qu'on descendait jusqu'au 350e. Ensuite, on a une filière de formation à Hanoï. Et là, on a 10 places. On a plutôt 250 candidatures sur cette filière. Et on avait à peu près, on est descendu, je crois, au 70e. Je dis de mémoire, mais ça varie vraiment d'une année à l'autre. Donc, c'est pas des chiffres qui sont forcément très intéressants. De toute façon, encore une fois, vous pouvez les voir sur Parcoursup. La dernière filière architecte-ingénieur ne se passe pas sur Parcoursup, puisqu'il faut déjà intégrer l'école d'ingénieur, et c'est en fin de première année que vous faites le même oral que tous les autres pour être admis. Et donc là, il y a une sélection qui se fait hors Parcoursup. Voilà. Pour vous présenter rapidement comment se déroulent les études d'architecture, vous avez le tronçon central,
qui va du haut vers le bas. Donc je ne sais pas si le schéma est très clair, mais vous avez le diplôme d'études en architecture, le DEEA, c'est ce qui vaut grade de licence. Ça, ces logos-là, c'est très important pour toutes les formations que vous suivez, enfin, auxquelles vous candidatez sur Parcoursup, parce que c'est les logos sur lesquels les formations ont obtenu un tampon, on va dire, de qualité de la part de l'État. Donc c'est vraiment important de pouvoir constituer, candidater sur des formations qui ont ces logos-là. Donc vous avez le DEA, c'est grade de licence. Ensuite le DEA, diplôme national d'architecte, c'est le grade de master, d'accord. Et vous avez un dernier diplôme, si vous voulez vous inscrire à l'ordre des architectes, qui s'appelle un nom barbare, la HMONP. Je ne sais pas si c'est très parlant, je ne sais pas qui, il y a 10 ans, a inventé ce terme-là. L'habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez passé votre master, et que vous avez quelques années d'expérience dans une agence, par exemple, et vous souhaitez vous inscrire comme architecte à l'ordre des architectes et pouvoir déposer un permis de construire, puisque c'est ça qui fait la protection du métier, hein, c'est le fait de pouvoir délivrer un permis de construire. Vous devez passer cette année de formation qui est en alternance en fait entre l'école et une agence où vous êtes salarié. Voilà. Donc ça c'est le parcours on va dire classique, 3 années de licence, 2 années de master et 1 an de HMO après quelques années de pratique. En gros globalement ça fait 5 plus une année un peu flottante. Il y a à peu près la moitié des étudiants diplômés de master qui font la HMO, pour vous donner un peu un ordre d'idée. Et en France, il y a 30 000 architectes, donc, et on produit chaque année 2000 étudiants diplômés de Master 2. Ensuite, vous avez ici une particularité, c'est que vous pouvez passer un master en bicursus, qui s'appelle DRAC, avec l'Université du Havre. Ça veut dire Diagnostic Réhabilitation des architectures du quotidien. C'est un diplôme de génie civil, un master de génie civil, en lien avec l'Université du Havre. Bon, mais ça, vous avez largement le temps d'y réfléchir, de ce que vous voulez faire en master. Donc, c'est juste pour vous dire qu'en master, dans toutes les écoles d'architecture de France, vous avez des possibilités de vous spécialiser, d'avoir des formations complémentaires, même en post-diplôme, etc. Mais ça, vous aurez tout le temps pour réfléchir à la fin de la licence ce que vous voulez faire en master, si vous voulez changer d'école, faire d'autres spécialités. Nous délivrons une licence qui a le même grade, le même diplôme, etc., mais à l'université d'Hanoï, qui est une université d'architecture. Alors c'est une grosse université d'architecture parce qu'il y a 15 000 étudiants. Ils délivrent pas que le diplôme d'architecte, hein. Il y a des diplômes d'ingénieur, des diplômes en immobilier, en design graphique, en mode, etc. Mais là, il y a une filière francophone et nous délivrons une licence francophone, donc le DEEA, sur Hanoï. Et donc là, c'est un recrutement spécifique. Quand vous candidatez sur l'école de Normandie, vous avez 2 sous-choix, soit sur le site ici à Darnétal, soit à Hanoï. Alors attention, la sélection elle se fait avec d'autres critères au niveau de l'oral, parce que ce qu'on recherche c'est quand même des étudiants qui ont une certaine maturité à vouloir partir à quelques milliers de kilomètres à 17 ou 18 ans suivre leurs études là-bas. Le contrat c'est qu'ils partent 3 ans faire leurs études là-bas, après ils peuvent revenir au niveau master, et si ils ont disons une attirance pour l'Asie du Sud-Est, une culture particulière, des attaches familiales, la volonté de travailler plus particulièrement sur ces sujets du milieu tropical, avec les questions de paysage, etc. qui se posent. Ben voilà, ça veut dire que les critères sont pas tout à fait les mêmes de sélection à l'oral que ce qu'on a ici. Et puis, j'en parlais tout à l'heure, vous avez la possibilité de suivre aussi un double cursus architecte-ingénieur avec l'Institut national supérieur des sciences de l'ingénieur, enfin de l'INSA, des sciences appliquées, pardon, de Rouen, avec une particularité, c'est que le département de génie civil de l'INSA de Rouen, il est au Havre. Donc, c'est une formation qui se fait sur les 2 premières années à Rouen, entre
Saint-Étienne-du-Rouvray et Darnétal. Voilà, donc en général, il y a un cours peut-être le lundi à l'INSA au Madrier, et puis un cours le mardi ici à l'ENSA et inversement. Ensuite, les 2 années suivantes, donc la licence dure 4 ans, ça se fait au Havre avec des déplacements ici. Et puis le master, c'est Master 1 se fait au Havre, le Master 2 à Darnétal et le Master 3 se fait ici et en entreprise. Voilà, ça fait 7 ans d'études et vous avez un double diplôme, architecte-ingénieur. Voilà pour brosser globalement, et si vous avez des questions après. Ceux qui partent à Hawaï, ils ont obtenu leur licence. Lorsqu'ils reviennent ici, est-ce qu'ils ont une place attitrée au master ou est-ce que Oui, en fait, il y a 2 opportunités. Soit vous continuez avec le master sur place, mais c'est plus l'ENSA Normandie qui le fait, c'est l'ENSA Toulouse. Soit vous revenez dans une école française. À partir du moment où vous avez une licence d'architecture française, vous pouvez intégrer un master dans une école d'architecture. Voilà. Donc, pour préciser un tout petit peu les attentes pédagogiques de ce qu'on fait, donc en DEEA, on va parler de licence, ça va être plus simple. C'est vraiment la formation aux fondamentaux de l'architecture. Donc c'est plutôt l'idée qu'on va donner tout un tas de clés de base sur ce qui est important pour ensuite passer en master et pouvoir, on va dire, travailler sur des sujets plus complexes ou plus avec un périmètre, on va dire, plus large. Notamment donc la question du projet, qui est un enseignement qui est très peu, enfin qui fait la spécificité des écoles d'architecture et qu'on a un peu exporté dans les écoles d'ingénieurs, parce que maintenant il y a de plus en plus de petits projets, mais nous c'est vraiment c'est plus d'un tiers des crédits ECTS, hein, c'est l'enseignement du projet. La culture architecturale, des cours d'histoire, des cours de théorie architecturale, tout ce qui est lié au processus de conception et tout ce qui est lié aussi aux techniques, et puis les pratiques artistiques. Voilà, donc c'est un panel très large de formations. Vous avez à la fois des cours théoriques, des travaux dirigés, qui sont de type mise en application du cours théorique, et aussi des ateliers de pratique artistique, de pratique du dessin, de pratique du projet architectural, de mise en conception, fabrication d'objets, comme vous avez pu le voir dans le parc. Donc voilà, c'est vraiment des modalités pédagogiques très différentes et sur des disciplines très différentes. Sociologie, histoire de l'architecture, histoire de l'art, pratique artistique, pratique du dessin, théorie du dessin, architecture, théorie de l'architecture, urbanisme. Voilà, donc c'est vraiment évidemment structure, thermique, etc. La spécificité de la licence à l'école d'architecture de Normandie, puisque chaque école a la possibilité d'organiser ses enseignements comme elle le souhaite, évidemment sur un cadre national, est un peu symbolisé par ce schéma, bon, qui est censé être à peu près clair, mais peut-être qu'il faudrait le revoir. S, ça veut dire semestre, donc S1, S2, S3, c'est semestre 1, semestre 2, semestre 3, etc. Le semestre 1, c'est vraiment l'idée de vous acculturer à la problématique architecturale, à la discipline de l'architecture. Parce que souvent, comme j'ai dit, vous avez quasiment jamais fait cette discipline ou connu cette discipline au lycée. Donc il faut vous baigner dans une nouvelle façon de voir les choses. Donc c'est vraiment l'idée de baser sur la question des notions, notamment l'observation, la représentation et la question de la conception. Voilà, c'est ça. Les 2 premiers semestres sont assez similaires et vous avez notamment des enseignements qui vont être pluridisciplinaires par des enseignants de dessin, d'histoire, de projet et qui vont vous apprendre à voir l'architecture, à représenter l'architecture, à comprendre l'architecture. Voilà. On essaye de faire en sorte que les semestres soient les plus coordonnés possibles pour favoriser l'approfondissement des notions plutôt que de survoler les points. Ensuite, vous avez 3 semestres qui sont relativement qui se suivent de manière assez classique, où vous avez 3 thématiques qui sont des thématiques assez
habituel en école d'architecture, mais là qu'on scanne, on va dire, de manière très identifiée. Le premier, c'est ce que vous avez pu voir, ce qui est dehors, enfin un des résultats, hein, donc l'idée de comment je construis à partir du milieu dans lequel je suis. Le deuxième, c'est comment j'habite. Et le troisième, c'est comment ça se structure à une échelle plus large, urbaine, territoriale, etc. Donc on a vu un peu, en gros, 3 échelles différentes au cours de ces 3 semestres-là. Et puis comme tous les étudiants ont suivi le même cursus, parce que il y a 7 ou 6 ateliers de projet par semestre, mais en fait les enseignants se coordonnent et font tous, avec leurs modalités différentes, mais la même thématique. C'est un peu un tunnel de fondamentaux, si vous voulez, un socle commun. Le dernier semestre, il est quasiment optionnel intégral pour laisser les étudiants le choix de choisir des voies de réflexion, de pratique très différentes. Donc là, vous avez des enseignements qui changent un peu chaque année, voilà, où les enseignants peuvent un peu explorer des notions qu'ils ont dans leur pratique ou dans leur recherche. Et vous avez des professeurs invités qui ne sont pas des professeurs de l'école, qui sont invités à venir enseigner. Ils ont carte blanche, donc ils font ce qu'ils veulent sur une proposition. Ils sont recrutés sur une proposition pédagogique. Ils le font une année et ils repartent. Et ils restent pas dans l'école. Donc c'est pour sortir les étudiants, on va dire, de la culture propre à l'école. Ou alors, on propose à l'étudiant de partir en échange Erasmus en licence 3. Une manière d'avoir vraiment une exploration complètement différente de ce qu'ils ont appris durant leurs 2 premières années. En tout cas, leurs 5 premiers trimestres. Et on essaye de monter aussi ce semestre-là en anglais, en tout cas qu'il y ait toujours des options dans tous les enseignements qui puissent se faire en anglais, pour permettre de favoriser les étudiants étrangers qui peuvent venir à l'école, et donc brasser, on va dire, entre étudiants étrangers et étudiants français, et aussi, pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir partir en expérience internationale, une pratique en anglais de leur pratique professionnelle, que ce soit en cours théorique ou en pratique architecturale. La licence délocalisée à Hanoï a, disons, une orientation un peu particulière autour de la discipline du paysage, puisqu'on a des enseignants de l'école de Bordeaux qui sont des paysagistes qui intègrent le cycle de formation. Et donc vous avez une coloration qui est plus, on va dire, faite sur les questions de paysage, et on va essayer d'intensifier cette coloration-là. Et le double cursus, j'en parlais, donc multisite et recrutement à Bac+1. Donc ceux qui sont intéressés par faire cette formation en Normandie, vous devez candidater à l'INSA de Normandie encore cette année. On va essayer l'année prochaine de le mettre sur Parcoursup, mais pour l'instant, c'est pas encore enclenché. Et vous avez donc un double diplôme à l'issue des 7 années, un diplôme d'études en architecture, valant grade de master, et un diplôme d'ingénieur en génie civil. Le DEA, encore une fois, c'est bien de se projeter, mais vous avez 3 ans de licence avant de comprendre un peu ce que le périmètre de l'architecture peut vous offrir. Je ne sais pas si vous avez pris le petit fascicule qu'a préparé le service com, et dans la dernière page, vous avez la liste de tous les métiers qui sont envisageables à la suite d'un master en architecture. C'est extrêmement varié, et encore, je pense que on pourrait en imaginer plein d'autres. Donc, encore une fois, ayez en tête que c'est vraiment un moment, une deuxième phase de réflexion dans laquelle vous aurez tout le temps de vous dire vers quoi vous voulez, mais c'est important pour nous de vous expliquer comment est-ce que l'école a organisé son cycle master, parce que, comme je l'ai dit sur la licence, c'est pareil, on a la possibilité, chaque école a la possibilité d'organiser son master différemment. Donc l'idée, c'est de structurer la formation en 3 domaines d'études. Tout le monde a le même diplôme. C'est pas un diplôme en architecture spécialisé en urbanisme ou spécialisé en je ne sais quoi. Tout le monde a le même diplôme. Il y a pas ça n'existe pas, si vous voulez, les parcours spécifiques comme vous êtes ingénieur en électromécanique ou ingénieur en génie civil. Nous, on a un seul diplôme au niveau du master. Par contre, les modalités d'organisation et le point de vue va être différent selon
le domaine d'études dans lequel vous êtes, selon l'équipe enseignante qui organise le domaine d'études, va structurer les 2 années de master. Vous avez un premier domaine d'études, DE, ça veut dire domaine d'études, hein, qui s'appelle expérimentation. J'ai pas en tête tous les deux où est-ce qu'ils sont positionnés, mais je sais que lui, c'est en Salrenzo Piano là-bas, qui est plutôt l'idée de réfléchir sur une méthode d'approche du projet qui est celle d'expérimenter, donc notamment dans tout ce qui est matériaux éco-conçus, terre, paille, pierre, etc. Chaque année, ça change un peu, avec voilà, la problématique de l'éco-construction. Ensuite, vous avez un autre domaine d'études qui s'appelle architecture de la ville et des territoires. Là, on va plus traverser l'architecture au travers d'une compréhension, on va dire, des grandes échelles et de la façon dont un territoire ou un morceau de ville se structure. Et le dernier domaine d'études, Transform, qui est le plus ancien à l'école, sur l'existant. Et c'est notamment avec ce domaine d'études-là que l'on a le Master DRAC, que l'on peut faire, on va dire, en parallèle. Donc il y a 6 mois de plus pour avoir le double diplôme, puisque on doit intégrer des enseignements de l'Université du Havre dans ce parcours de formation. La formation professionnelle, c'est ce que j'ai dit, c'est la HMONP. Donc là, on a encore une étape supplémentaire, mais pour vous donner un peu tout le cycle complet, c'est une mise en situation professionnelle et vous alternez avec des enseignements à l'école qui durent en gros 3 jours par mois, hein, à peu près. C'est comme ça que c'est organisé. Chaque école, pareil, organise sa HMO différemment. Donc vous verrez à ce moment-là quelle école correspond à votre situation personnelle. Évidemment, on a un laboratoire de recherche, comme toutes les écoles d'architecture. On est une école nationale supérieure, donc on a des maîtres de conférences et des professeurs, dont certains sont titulaires de diplômes universitaires. Et il y a une vingtaine de chercheurs, d'enseignants-chercheurs titulaires qui sont rassemblés au sein de notre laboratoire de recherche, qui devrait déménager dans le bâtiment que vous avez peut-être vu encore en chantier, dont on ne peut pas ouvrir la visite, ou malheureusement cette année, j'espère que ce sera le cas l'année prochaine, puisqu'il vient d'être réhabilité, avec 3 axes de recherche qui ont pour objet, d'une part, d'assurer des programmes de recherche qui sont menés par les enseignants-chercheurs, de pouvoir innerver l'enseignement, notamment au niveau du master, par des nouvelles recherches, des productions de nouvelles connaissances, et donc d'articuler l'enseignement du master à une recherche nouvelle, on va dire, et la possibilité aussi d'être accueilli comme doctorant. Si vous souhaitez poursuivre un parcours de recherche, on a une dizaine de doctorants à l'école qui poursuivent leur LMD, donc licence, master, doctorat, dans la suite de leurs enseignements, pour aboutir à une formation qui est le grade le plus élevé de diplôme que l'on a en France. Quelques petits mots sur 2-3 stratégies de l'école, et après on passera aux questions. L'école s'est donnée comme stratégie de donner une expérience internationale pour tous, à l'instar des grandes écoles, hein. C'est vraiment l'idée que l'expérience internationale, c'est une façon de décaler sur sa propre vie, sur sa propre pratique personnelle et universitaire, et donc d'avoir un point de vue qui soit différent pour revenir à l'école avec un regard et une expertise, une expérience et une maturité différente. Donc on a tout un tas de dispositifs qui vous permettent de le faire, soit la mobilité Erasmus, donc en L3 ou en M1, c'est plutôt là où c'est ciblé. On a donc des conventions avec une trentaine d'établissements un peu sur tous les continents. Il y a à peu près 90 places par an qui sont offertes de mobilité. Donc comme on a des promotions d'une centaine d'élèves, vous voyez que tout le monde ne part pas nécessairement. Certains ne souhaitent pas partir, mais vous avez aussi la possibilité de faire des stages. Il y a des bourses Erasmus de stage à l'étranger. Vous pouvez faire des années de césure à l'étranger. Vous pouvez faire un job salarié à l'étranger, etc. Tout ça est considéré comme une expérience internationale. Et puis, vous avez, ce que j'ai dit aussi, le semestre 6,
on va dire, d'immersion sur site, in situ, d'une expérience étrangère, en tout cas en langue anglaise, par des enseignants. On a eu un enseignant américain, un enseignant vietnamien, une coréenne. Enfin voilà, on a un recrutement qui est assez large au niveau des professeurs invités de la fin de la licence. Voilà, ça c'est ceux qui étaient l'année dernière, qui étaient invités comme professeurs, et donc chacun vient donner aussi une conférence qu'on appelle masterclass à l'ensemble de la promotion. Une autre stratégie qui est importante, parce que comme vous avez pu le voir en vous rendant ici, on n'est pas sur un site universitaire. Donc il y a un avantage assez incroyable, c'est que vous avez 2 hectares de parc, qui est très largement utilisé par les étudiants dès qu'il fait beau, ou alors quand il neige, ce qui arrive moins souvent, mais voilà. Et par contre, on est très éloigné des sites universitaires. Alors nous n'avons pas de restauration Crous dans l'établissement ni à proximité, ce qui fait qu'on est très éloigné des services universitaires, que ce soit services de santé, services de restauration ou services de logement. Donc en termes de vie étudiante, on va dire que c'est pas simple, puisque ce choix qui a été fait dans les années 80 de déménager l'école d'architecture s'est fait en dehors de toute réflexion de la carte universitaire de la métropole de Rouen, ce qui est le cas de beaucoup d'écoles d'architecture, mais pas toutes, puisque certains sont quand même construits dans des campus. Donc on a essayé de construire une stratégie dédiée là-dessus, avec au sein de l'administration un poste qui est dédié pour accompagner les élèves sur cette vie étudiante, accompagner notamment la vie associative et on va dire les relations avec les services étudiants dont bénéficient théoriquement les étudiants, mais qui ont du mal à y avoir accès, puisque c'est pour beaucoup sur le plateau de Mont-Saint-Aignan à 1h15 de transport là-haut sur le plateau. Donc voilà, donc on essaye vraiment d'améliorer, on va dire, la communication autour de ça. On a aussi l'idée de structurer une maquette pédagogique qui essaye de favoriser le plus possible, on va dire, une cohérence pédagogique. Après, les étudiants qui sont là peut-être vous diront qu'on a complètement raté, que c'est faux, etc. Mais en tout cas, l'intention est là. Donc après, on évalue les enseignements et on essaye de remédier au retour que les étudiants nous font. Mais chaque semestre a une journée entièrement libérée de cours, parce que vous avez besoin, en tant qu'étudiant, de passer du temps en bibliothèque ou de travail en groupe. Donc vous avez besoin de ce temps et de cette plage horaire. Donc à part quelques semaines exceptionnelles où vous avez des déplacements, des voyages, etc., normalement, chaque semestre a sa journée libérée. Il y a une césure intersemestre, qui est de l'ordre de 4 semaines, avec les soutenances de diplôme, etc. Donc les années de les soutenances de diplôme, les examens et les semaines de vacances. Et on a essayé autant que possible d'insérer les semaines de stage obligatoires dans les semaines de cours, pour que vous soyez libérés plus tôt en fin d'année et pouvoir faire vos stages, non pas pendant la période de juillet-août, mais au mois de juin. Voilà, donc on essaie de structurer ça. Il y a aussi ce que j'ai un peu dit tout à l'heure sur la maquette pédagogique, mais en gros, vous avez 3 unités d'enseignement dans la licence, et les 2 premières, ce sont des enseignements qui sont organisés sur la même thématique, en essayant de faire en sorte que l'étudiant soit focalisé sur un nombre restreint de problématiques, mais vu par des enseignements différents. Voilà, quand vous avez le thème de l'habitat, vous avez l'unité d'enseignement numéro 1, le projet et les cours qui portent sur la question du logement. Et dans le numéro 2, ce qui est de mémoire les cours de sciences et techniques pour l'architecture, il doit y avoir des cours de sociologie. Ces enseignements portent sur la question du logement aussi. Hein. Donc essayer de croiser sur une même thématique un nombre d'enseignements qui sont plus focus, pour que l'étudiant justement puisse se concentrer sur cette thématique-là durant le semestre. L'idée, c'est vraiment d'accompagner l'étudiant dans sa réussite, plutôt que de démultiplier, on va dire, les sujets. On a aussi une politique en matière d'accompagnement de la vie associative. Alors, il faut dire que depuis le Covid, plus Vigipirate, etc., les conditions sont pas très favorables à la vie étudiante, mais on a dédié une maison, celle qui est à l'entrée piétonne, que vous avez peut-être
vous êtes passé dedans, qui est la maison d'accueil des associations étudiantes. Donc il y a un certain nombre d'associations qui existent, qu'on essaye de rebooster aussi pour cette année. Elles sont présentes dans les stands en périphérie du Grand Hall, donc vous pouvez aller les voir et échanger avec eux. Vous avez notamment le BDE, assez classiquement, le Bureau des Sports et d'autres associations. Le Club Cinéma, je crois qu'il est présent, je l'ai vu. Donc tous les présidents et bureaux ont leur bureau associatif dans cette maison. Et puis on va réouvrir la chaufferie, qui est l'espace qui est là pour la vie étudiante, pour les prises de repas, les réunions de groupe, etc. Voilà, j'en ai fini. Je vous invite à répondre au petit questionnaire. Normalement, il est dans le document, mais ça nous permet un peu d'avoir un retour sur qui vous êtes et qui vient à l'école. Et je passe aux questions. Oui. Oui. Voilà. Alors effectivement, donc il y a 21 écoles d'architecture en France publiques. Chaque école compte un vœu. Si vous demandez 5 écoles d'archi, c'est 5 vœux et c'est 5 procédures différentes. Vous aurez 5, si vous êtes admissible dans les 5 écoles, vous aurez 5 euros à aller et vous rentrez dans les 5 écoles. Ce qu'il faut savoir quand même là, c'est que la procédure est un tout petit peu homogénéisée parce que elles ont toutes la même procédure que nous, c'est-à-dire une sélection d'admissibilité et une sélection d'admission à l'oral. Ça, c'est commun à toutes les écoles et il n'y a pas de demande de production d'un book, de référence, etc. Tout ça n'est pas... Ça, c'est commun à toutes les ENSA. Mais par contre, chacun a sa procédure, son calendrier, etc. Et effectivement, alors il peut y avoir des sous-vœux comme chez nous, parce qu'il y a le sous-vœu Hanoï, il y a le sous-vœu d'Arnétal. D'autres écoles d'architecture ont peut-être aussi des sous-vœux de formation, mais je ne suis pas sûr. Et en tout cas, si vous candidatez pour une autre formation type architecte-ingénieur, ça sera encore un autre vœu qui va être, entre guillemets, pris ou mangé. Voilà. Normalement, d'ici 2 ans, ça devrait plus être le cas, mais ça vous concernera plus. Mais pour vous dire, c'est un long chemin à faire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je suis sûr qu'il y a plein de questions. Alors, d'une manière générale, les doubles cursus architecte-ingénieur sont tous différents dans toutes les écoles d'architecture. Même si à Toulouse, vous êtes à l'école d'architecture de Toulouse et à l'INSA Toulouse, c'est pas pareil qu'à l'ENSA Normandie et l'INSA Normandie. D'accord ? Chaque formation double cursus architecte-ingénieur a ses propres modalités. Voilà. L'école qui est la plus avancée là-dedans, c'est l'ENSA Lyon, parce qu'eux, ils ont 3 écoles d'ingé. Vous êtes ingénieur, vous voulez devenir architecte, vous êtes architecte, vous voulez devenir ingénieur, etc. Ils ont tous les trucs dans tous les sens depuis 20 ans. Nous, on a démarré cette formation, on n'a pas encore les premiers diplômés de 7 ans. Donc ça fait moins de 7 ans qu'on a cette formation, donc elle est encore en rodage, on va dire. Ici, spécifiquement à l'ENSA Normandie, vous devez... Enfin, il y a 2 voies d'accès en fait pour être. Mais la façon la plus simple, c'est que vous candidatez à l'INSA Normandie, vous êtes pris à l'INSA Normandie, vous faites une année d'études d'ingénierie généraliste. Vous pouvez au cours de cette année-là, mais ce n'est pas obligatoire, prendre un module de 40 heures de formation qui est assuré par les enseignants de l'école, qui s'appelle EKO. Et on peut prendre artistique, il y a d'autres trucs. Et si vous prenez ça, on va dire, c'est une bille de plus qu'on se met. Et vous avez à la fin de l'année un oral pour candidater au double cursus architecture-ingénieur. Et vous pouvez être pris ou ne pas être pris. Si vous n'êtes pas pris à l'école d'architecture, vous suivez votre formation à l'INSA. Voilà. Et il y a aussi des étudiants qui ont intégré le double cursus et qui n'ont pas validé leurs yeux à l'école d'architecture et qui, du coup, sont revenus au cycle ingénieur. Voilà. Chaque école d'architecture a ses propres critères d'admissibilité. Je suis parfaitement conscient que c'est totalement illisible pour vous parce qu'on délivre toutes le même diplôme. On est toutes des écoles nationales et donc il n'y a aucune raison fondamentale pour que ce soit le cas. Donc encore une fois, moi
bon, je préside le collège des directeurs des écoles d'architecture en France. Il y a 3 ans, j'ai vraiment insisté pour qu'on s'engage dans une homogénéisation. Donc là, on a eu enfin on va dire le feu vert pour monter un groupe de travail. Donc normalement, ça devrait se faire. Mais pour cette année, je pense aussi pour l'année prochaine, chaque école a ses propres critères. Donc mais néanmoins, il y a quand même les règles générales. C'est que en gros, pour être admissible, c'est sur les notes première et terminale. Alors vous avez une école qui va peut-être dire on prend la note de français, de langue vivante 1, de maths, d'histoire géo et de je sais pas quoi, et on va faire la moyenne de ça. Il y en a qui vont dire on prend la moyenne générale, point barre. Il y en a qui vont dire on prend les notes de spécialité, on met un coefficient multiplicateur sur les notes de spécialité parce que c'est important, mais que vous ayez choisi art, histoire géopolitique ou mathématiques expertes, etc., peu importe. On va mettre un coefficient multiplicateur sur les spécialités et c'est là-dessus que, on va dire, les étudiants vont avoir une plus grande facilité de choix. Il y a d'autres écoles qui font le choix d'analyser chaque dossier de candidature individuellement et qui mettent une note sur le dossier global et ensuite ils prennent les premiers pour pouvoir faire l'épreuve d'admission. Donc voilà, chaque école a ses critères, on va dire, de sélection d'admissibilité qui leur sont propres. Après, l'oral est globalement plus ou moins la même chose. Vous avez un oral de 10 à 20 minutes dans lequel on attend à ce que l'étudiant sache se présenter ses motivations, parler de ce qu'il aime, pourquoi il aime l'architecture, etc. On va couper Nous, ouais, ça marche là, ouais. Nous, on a décidé que la seule note nationale qui existait, puisqu'il y a une espèce de compétition au niveau du lycée pour mettre les meilleures notes, pour être sûr de passer sur Parcoursup, etc. Donc on s'est dit, au moins le français, c'est une note, voilà. Quelque part aussi, ça correspond à des attentes. Si vous voulez savoir s'exprimer, savoir rédiger, c'est un fondamental absolu des études en architecture, des études générales, mais en architecture en particulier, parce que vous devez savoir exprimer votre façon de travailler et justifier ce que vous avez fait. Et puis aussi parce qu'on n'a malheureusement pas les capacités à faire de la remédiation dans le domaine du français, si vous voulez. Donc les étudiants qui ont des grosses difficultés en français, c'est très compliqué. C'est pareil, ceux qui ont vraiment des lourdes difficultés en mathématiques. Mais voilà, c'est au moins une note commune à l'ensemble des filières. Et même si les attentes ne sont pas toujours les mêmes dans les filières, mais voilà, c'est... Je ne saurais pas vous dire. Parce qu'en fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'une fois que vous êtes admis en priorité, ça c'est propre à l'ENSA Normandie. Chaque école a sa classification d'oral différente. L'oral est à peu près le même, mais la manière de noter va être un peu différente. Une fois que vous êtes tous ceux qui sont admis en priorité, si vous avez 450 candidats qui sont admis en priorité, ils sont reclassés à l'intérieur de ces 450 par la note d'admissibilité. Voilà. Donc c'est pour ça qu'elle compte quand même en second rang, si vous voulez. Voilà. Ça fait partie des critères, si vous voulez. C'est le critère principal sur lequel on se base. Voilà. Non, ça... Alors qu'on ne se trompe pas, ce que j'ai dit, c'est qu'il y a 2 ans, nous prenions la moyenne générale des élèves et la moyenne la plus basse qui permettait d'accéder à l'accessibilité, c'était 16,86. Et on a analysé que ce n'était pas tout à fait pertinent comme façon de procéder. Donc on a multiplié par 2 le nombre d'admissibles pour avoir plus de candidats admissibles et on a revu les critères d'admissibilité sur la notation. Voilà. Alors si vous avez fait 1 an d'études, donc c'est votre note de baccalauréat qui va compter comme ce que nous on prend comme note de français, d'accord ? Ça c'est la moyenne générale de votre bac, avec les coefficients, etc. Et ça c'est pour l'admissibilité. Et ensuite au niveau de l'admission, on va avoir une attente un peu plus spécifique au niveau de l'oral, parce que vous avez un parcours avec une maturité plus importante, en bac+1 ou bac+2. Donc normalement,
vous avez un peu plus réfléchi à ce pourquoi vous voulez faire architecture. Et donc, voilà. Et puis, il faut savoir exprimer pourquoi la filière dans laquelle vous êtes vous intéresse et est en relation ou pas avec l'architecture, pourquoi au contraire ça vous intéresse pas, etc. Donc, on va un peu vous cuisiner sur ça. Mais pour être tout à fait clair, les enseignants ont voulu aussi que en fait, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des promotions qui soient hétérogènes. Parce qu'en fait, en architecture, vous avez besoin de compétences de dessin, des compétences d'écriture, des compétences en compréhension théorique, en réflexion, en pratique artistique, etc. Et personne a coché toutes les cases durant sa scolarité. En fait, ce qui est important, c'est qu'au cours de votre formation, vous rencontriez des collègues, des camarades de promotion qui, eux, ont fait option art, vous avez fait un bac scientifique sans pratique artistique, vous êtes un peu dépourvu de moyens, mais vous allez être dans un groupe de travail avec quelqu'un qui est plus à l'aise là-dessus, et donc vous allez apprendre à pratiquer avec lui. Et inversement, dans des cours de structure, vous aurez peut-être plus de facilité parce que le niveau de maths, il faut savoir que 5 x 2 c'est égal à 2 x 5 et que vous savez faire Pythagore et Thalès. Donc si vous avez fait une maths experte, vous inquiétez pas, ça ira. Et si vous n'avez pas fait de maths, c'est pas très grave non plus. Mais il y en a qui ont quand même des grosses difficultés parfois, puisque l'examen de structure, c'est un des examens les plus, difficiles à atteindre au niveau de la première année. Vous allez pouvoir épauler vos camarades dans les TD, notamment de structure. J'avais montré une photo là où on voyait, ils construisaient une poutre. On attend de vous cette mise en pratique, on va dire, d'une science physique, par exemple, que vous aurez élaborée. Donc c'est important pour vous de pouvoir démontrer que, en ayant fait un an de géographie, un an de médecine, un an de je ne sais pas quoi, de design d'espace, tout ce que vous voulez, vous sachiez comprendre les compétences acquises et comment vous allez les remobiliser dans la formation en architecture. Voilà. Ou au contraire, de dire tout ce que vous n'avez pas aimé dans cette formation, qui ne correspond pas à vos attentes, à vos compétences, etc. Voilà, c'est ce niveau de maturité qu'on attendra à l'oral. Artiste de haut niveau. Alors c'est comme sportif de haut niveau, c'est déclaratif sur Parcoursup. Vous êtes au conservatoire, vous faites une formation de danse ou de violon ou de piano ou de chant. Vous avez un document du conservatoire qui prouve que vous avez un haut niveau de diplomation dans cette pratique-là. Oui, tout à fait. En fait, c'est ce qui ne peut pas faire l'objet d'une évaluation dans les notes de première et terminale parce que c'est extrascolaire. Et si vous avez une pratique sportive de haut niveau parce que vous êtes, champion de Normandie de paddle, vous avez une pratique de haut niveau que vous pouvez valoriser dans Parcoursup. Et c'est ce qu'on appelle sportif de haut niveau. Voilà. Après, pour être très honnête, quand vous intégrez l'école d'architecture, nous n'avons pas, à mon corps défendant, mais c'est compliqué, de procédure particulière pour intégrer des cursus qui cumuleraient une pratique sportive ou artistique de très haut niveau avec les études. En général, c'est des aménagements, ils font la licence en 4 ans ou en 5 ans, mais on ne sait pas encore très bien intégrer ces cas spécifiques qui voudraient conserver, par exemple, une pratique de concertiste au conservatoire, etc., en même temps que les études d'architecture. De toute façon, vous avez une page dédiée à tout ce qui est activité extrascolaire. Après, si normalement, il y a un formulaire qui permet d'identifier mais c'est déclaratif. Voilà. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des spécialités à privilégier? Non. Si, il y en a, celles qu'on a envie de faire pour avoir des bonnes notes. Par contre, c'est intéressant quand même de pouvoir exposer pourquoi on a choisi ces spécialités, parce que c'est légitimement une stratégie d'orientation. C'est-à-dire, j'ai choisi maths parce que j'avais envie de faire une école d'ingé, mais je suis pas trop sûr, etc. Mais il y a aussi, on va dire, la part de maturité, de dire,
voilà, j'ai fait bio et maths parce que c'est deux disciplines que je trouve absolument extraordinaires, etc. etc. Donc je pense que dans les jurys à l'oral, ça peut faire partie des questions de pourquoi, et c'est pas tellement le fait que ça soit pertinent pour l'architecture, parce que tout est pertinent pour l'architecture, il n'y a pas de problème, mais de savoir comment on va, disons, avoir un regard critique. Une des compétences qu'on qu'on évalue le plus en école d'architecture, c'est savoir se distancier par rapport à son propre travail. Je me pose de côté, je dis qu'est-ce que j'ai fait, etc. Et ça, en art plastique, en dessin, etc. Dans toutes les disciplines, c'est une pratique. Donc, le fait déjà d'être en capacité, en terminale, de pouvoir regarder son parcours et se dire pourquoi j'ai fait ça, qu'est-ce qui m'intéresse dans ces disciplines, je pense que ça, à l'oral, ça peut faire partie des éléments les plus prégnants. Par contre, au niveau des choix, et s'il y en a qui ici sont en seconde ou qui sont en première et qui se posent des questions, posez-vous la question du choix par rapport aux autres filières que vous voulez faire. Si vous voulez faire des études très sélectives en classe préparatoire, etc., et que vous ne savez pas entre école d'archi, classe prépa, maths, etc., faites vos choix par rapport à ces filières sélectives qui ont des impératifs de matière, de spécialité. Les écoles d'architecture de manière générale ne vont pas privilégier, voilà, ce que je dis, il y a peut-être une école d'architecture en France qui vise telle ou telle spécialité, mais très honnêtement, je ne connais pas une seule spécialité qui ne soit pas pertinente au niveau de l'architecture. Si vous faites de la science économique, c'est très intéressant. Si vous faites d'histoire géopolitique, c'est très intéressant. Si vous faites de la biologie, c'est très intéressant. Voilà, peu importe. Des langues étrangères, c'est très intéressant. Enfin voilà, nous, ce qu'on veut, c'est de l'hétérogénéité de parcours. Il y a quand même 70% des élèves qui intègrent l'école qui ont fait maths. Mais ce n'est pas un choix de l'école. C'est plus parce qu'on sait qu'au lycée, les parcours d'excellence sont suivis en général par des gens qui choisissent les maths parce qu'ils savent qu'après, pour intégrer des écoles d'ingé, etc., ou des écoles de commerce, etc., ils font cette spécialité. Ce n'est pas un requis de notre part. Voilà. Préciser aussi que, pour revenir à l'idée du bac français, c'est que comme on sait que les lycées notent plus ou moins, enfin qu'il y a des compétitions entre les lycées, l'idée du bac français, c'est que déjà on a une homogénéité, c'est-à-dire qu'on se décode de la note du lycée. Donc nous, ça nous aide déjà à avoir un panel plus ouvert. Autre chose par rapport aux spécialités, à l'oral, c'est effectivement être en capacité de justifier pourquoi on a fait ça. Pourquoi on a décidé d'être en bio, même dire j'ai décidé d'être en bio, mais finalement pour telle et telle raison, je pense que je me suis trompé. Mais c'est pas parce qu'on s'est trompé qu'on a fait que c'est rédhibitoire. Au contraire, pour assister aux oraux, c'est de voir, nous, ce qu'on essaie de tester avec l'étudiant, c'est de voir comment il est capable de prendre de la distance par rapport à sa formation, on appelle la maturité, l'autonomie aussi, l'autonomie de pensée. Et puis, s'il est capable de lire des livres, aussi, c'est important de lire. Voilà, il y a plein de choses. Et puis, l'architecture, comme vient de dire Raphaël, c'est un domaine, on a une chance inouïe, c'est très ouvert et ça l'est de plus en plus, puisque je pense que cette question de habiter, ça nous questionne en écologie, en écosophie. Donc, je pense que plein de choses. L'école est un... que là, en vous écoutant, monsieur le directeur, c'est qu'il y a, en entendant les parents, en discutant avec eux, oui, la sélection et tout, c'est super de faire des études d'architecture. C'est un truc génial. C'est quand même, revenons à des choses. Moi, je suis enthousiaste par rapport à ces études. Et les étudiants, vous avez une chance inouïe. C'est que vous allez devoir faire une révolution. C'est extraordinaire, moi, à 17 ans, de se dire on va falloir qu'on fasse une révolution parce que nous, les vieux, là, les papas et les mamans qui sont là sont des vieux. On a profité d'une vie, on a hérité des 30 glorieuses, comme on dit, on a bien vécu. Et là, on est en train de se rendre compte que c'est nous qui devons encaisser le fait qu'on a bien vécu et maintenant c'est à eux. Mais c'est pas triste. Ce que je veux vous dire, les jeunes qui sont là, c'est qu'il va falloir nous aider parce que nous, on est un peu encrassés avec tout ça. Alors que vous avez une opportunité
de nous inventer un nouveau monde. Moi, j'ai pas eu cette chance. Hein. Je suis architecte, je suis diplômé d'ici. J'ai pas eu cette chance d'inventer un nouveau monde. J'ai cru, mais vous allez être obligé d'inventer un nouveau monde. C'est génial. Donc voilà, c'est 3-4. J'ai envie de travailler sur de l'enthousiasme, quoi. C'est pas. Alors après, je sais bien que oui, alors les critères, Parcoursup, oui, c'est une machine incroyable. Et je dis aux parents, on n'est pas, nous, responsables de tout ce qui se passe avant, des critères qui sont mis en place. On essaie de faire avec, et je pense que Raphaël l'a bien rappelé, il y a des critères, des types d'admissibilité et tout, mais il y a une machine qui nous échappe. Et on a 2500 candidatures et on a 100 places. Donc je sais que c'est pas juste, c'est injuste. Oui, c'est injuste, c'est pas. Comment faire? Ben, on fait au mieux. Et nous, on en est arrivé à ce critère de la note de français, parce que ça nous permet de nous dégager du lycée qui va donner des bonnes notes et ainsi de suite, ou des mauvaises notes. Et puis de l'autre côté, d'avoir cet oral de 20 minutes où on a un peu de temps pour rencontrer quelqu'un. Et je le dis à chaque fois, les jeunes filles sont plus prêtes que les jeunes hommes. Voilà. Donc les jeunes hommes se posent des questions aussi, écraser la tête, et les jeunes filles continuez à être ce que vous êtes, à être plus pertinente, vigilante, à réfléchir même en amont. Je crois qu'il y a quelque chose de cette question-là, c'est de dire pourquoi j'ai envie de faire ce choix-là et pourquoi ici aussi. Moi je sais que je pose beaucoup la question de pourquoi tu viens à Rouen, pourquoi ici, pourquoi tu se passes, qu'est-ce qui se passe dans ce territoire aussi. Juste pour compléter, effectivement, on a 66% de femmes étudiantes dans les écoles d'architecture. Et à progresser comme ça, on aura 100% dans 10 ans. Donc il faut aussi qu'il y ait un peu un réveil. On a le problème inverse des écoles d'ingé en fait. Par contre, l'accès après à la direction d'entreprise d'architecture, c'est encore un sujet. Donc on ne baisse pas les bras pour autant sur l'accès à la profession des femmes architectes qui souvent, après quelques années de carrière, arrêtent et se reconvertissent dans autre chose que la filière. Juste dire une chose, et ça vaut fille ou garçon, peu importe, n'ayez pas honte de ce que vous faites et de ce que vous êtes. En fait, ce qu'on attend de vous, c'est une certaine vérité avec vous-même. Je vais pas philosopher, mais ne racontez pas que votre bâtiment préféré, c'est la Sagrada Familia, parce qu'on va vous dire pourquoi vous l'avez visité, voyage d'études scolaires, ok, d'accord, machin, et puis vous ne saurez pas en dire grand-chose. C'est juste que c'était l'effet waouh et parce que vous étiez embarqué. Ne répondez pas quel livre vous avez lu, Zadig de Voltaire, alors je dis ça comme un vieux con qui a fait ça au bac de français. Ne citez pas le bouquin que vous avez fait en français parce que c'est pas vous qui l'avez choisi. Si vous aimez les poèmes japonais sur un blog, je sais pas quoi, ou sur Insta, vous parlez de ça. Vous êtes là pour parler de vous. Donc si vous faites de la couture, des cabanes, du bricolage, de la voile, la voile c'est un super sport pour comprendre les questions d'espace, d'orientation et de machin. Donc je sais pas, vous faites de la randonnée, de la course, du trail, tout ce que vous voulez, du patin à glace, j'en sais rien. Mais racontez ce que vous êtes. Et ne venez pas avec un discours tout fait, ChatGPT, machin, tout ça. C'est pour ça qu'on a arrêté d'ailleurs la lettre de motivation, avant ChatGPT d'ailleurs, parce qu'elle était écrite par les parents, et ça n'avait aucun intérêt. Donc les jeunes, il faut qu'ils évacuent le discours des parents, et ils se parlent à eux-mêmes. Voilà. Parce que je trouve ça beau. Ça c'est la crème, quoi. C'est le beau. Et après, il faut descendre, c'est pourquoi beau. Parce que on pourra peut-être être d'accord pour dire qu'il y a des choses qui sont belles, mais en fait, on a tous plein de raisons de trouver les choses belles. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir, d'essayer de sentir la spécificité. On essaie de le révéler dans nos études, à chaque étudiant et étudiante, sa capacité à nous offrir un chemin qu'on n'a pas parcouru. C'est ça aujourd'hui qu'il faut construire, c'est de l'innovation, de la pensée autrement, et de descendre, creuser pourquoi les choses, pourquoi je me sens bien. Je discutais avec un maman et son fils, lui il aimait bien être à la Défense, sa maman y habitait et il n'aimait pas du tout. Donc là on a commencé à discuter. C'est super parce que, et c'est ça qui est important, c'est de nous dire en 20 minutes,
voilà, je suis là, je me situe ici, ce que dit Raphaël. Moi, il y a plein de gens qui ont visité la Sagrada Familia. Je préfère à limite qu'on me parle de. J'ai été ce week-end avec les parents marcher dans le Vexin normand, et puis, je sais pas, à un moment donné, j'ai eu une espèce de flash, il y a eu un rayon de soleil, et puis ça a éclairé la prairie, et puis boum, c'est parti, et puis il me fait un poème où elle me raconte une histoire. C'est ça, moi, qui m'importe. Parce que, je dirais, l'épaisseur, elle est réglée par l'admissibilité. Puisqu'on a un niveau, et donc après, tu m'amènes quoi ici? Qu'est-ce que toi tu vas m'amener? Parce qu'on n'a pas des élèves, hein, on a des étudiants. C'est pas pareil. Il y a de l'autonomie là-dedans, il y a de la réflexion, et il y a un engagement. Et ça, toutes les études d'architecture, dans toutes les écoles, c'est l'engagement. On s'engage. Non, il faut juste peut-être alerter sur un point, mais je pense que ça vaut quel que soit le bac qu'on fait. Alors des bacs pro, on en a en général un par an qui intègre l'école. Des fois pas, des fois un. Mais il faut quand même insister sur le fait que, parce qu'on regarde quand même le dossier scolaire, même si la note de français compte pour l'admissibilité, mais le dossier scolaire il est transmis aux membres du jury. Donc les membres du jury ils ont tout le dossier, donc ils doivent le lire avant l'accès. Voilà, donc ils ont une connaissance, donc tout ce qui est appréciation sur le comportement, l'investissement, la participation, etc. Ça donne une compréhension générale, on va dire, de l'attitude de l'élève au lycée et de sa façon de s'investir dans ses études. Parce que néanmoins, ça reste des études longues, c'est au moins 5 ans d'études. On essaye de valoriser la licence, mais pour être très honnête, on a très très peu d'étudiants qui, arrivés à l'issue de la licence, s'engagent dans la voie professionnelle. Il y en a quelques-uns, mais c'est très rare, qui vont vers d'autres masters. Mais disons que la valeur marchande entre guillemets de la licence est pas, on n'est pas très opérationnel. Il faut vraiment être clair là-dessus. Et donc la plupart de nos élèves, en gros, on a 100 élèves en première année, on a 90 diplômes à la fin des 5 ans. Et les 10 qui partent, il y en a, on n'a pas de chiffres statistiques, mais c'est un peu une impression comme ça. Certains arrêtent dès la première année, assez rapidement. Donc là, parce que erreur d'orientation, ok, dont acte. Et après, parce qu'ils vont dans une autre école à un moment donné, parce qu'ils veulent bifurquer, voilà, ils veulent aller à Paris ou à Toulouse pour le soleil ou je ne sais quoi. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on est dedans, en général, on est plutôt poussé à aller jusqu'au bout. Et ça veut dire 5 ans d'études, avec une charge de travail qui est assez importante, des exigences qui sont assez variées, puisque j'ai dit, c'est-à-dire vous avez des évaluations qui sont écrites avec des commentaires, etc. Il faut savoir faire de la synthèse, lire. Vous avez des cours d'histoire où on vous donne des bibliographies qu'il faut aller au moins consulter un peu. Vous avez des exercices calculatoires. Il faut faire de la maquette, il faut faire du dessin, il faut beaucoup travailler le soir chez soi. Donc c'est des études extrêmement chronophages. Donc pour des étudiants qui, soit parce qu'ils étaient brillants et donc ils n'avaient pas besoin de faire grand-chose, ils vont être en difficulté parce qu'ils vont devoir beaucoup travailler, soit des étudiants qui étaient dans des filières peut-être moins exigeantes, vont devoir, on va dire, élever leur niveau d'exigence parce que on ne leur demandait pas exactement la même chose que d'autres au niveau terminal. Donc là, il faut vraiment être solide sur ses appuis durant les 5 années d'études pour pouvoir suivre. Il y avait une étude, mais qui date un peu, mais je pense que ça serait pas très différent. La charge de travail qu'on essaye vraiment, comme j'ai dit, d'orienter de façon la plus structurée possible et pas d'éparpiller l'étudiant dès la première année. La charge de travail est équivalente à celle des classes préparatoires en termes d'heures de travail, avec une particularité aussi, et c'est pour ça que l'oral est important. C'est que moi j'ai déjà échangé avec des étudiants qui ont fait des classes prépa et qui ensuite ont intégré les écoles d'architecture, et ils ont dit que c'était plus difficile en école d'architecture parce qu'en fait l'enseignant il va critiquer ce que moi j'ai produit. Donc de là c'est-à-dire qu'il ne va pas corriger une mise en application de ce qu'on a demandé de faire. Il n'y a pas d'instruction, si vous voulez, à dire vous faites ci, vous faites ça, et il y a bon, il y a mauvais. C'est je vous pose une question et vous apportez votre réponse. Et donc l'oral, c'est comment on va tester finalement comment je suis capable d'apporter une réponse personnelle au sujet qui est traité. Voilà.
Non. Il n'y a pas de... On ne requiert pas. En fait, ça a été une instruction du ministère. C'est, pour l'expliquer, c'est pas pour dévaloriser ce travail-là. Au contraire, il faut en parler. Il faut savoir en parler. Voilà, je fais de la photo, je fais du dessin, je fais plein de trucs, comme j'ai dit tout à l'heure. Hein. Donc, il faut valoriser ça dans votre oral. Mais en fait, avant l'interdiction de ça, il y avait effectivement, on demandait, enfin, les étudiants apportaient ce qu'ils voulaient. Et du coup, se sont créées plein d'officines privées de préparation. Voilà, dont on n'avait pas besoin. Nous, en fait, on est là pour accueillir des étudiants en post-bac. Il n'y a pas de préparatoire à l'école d'architecture. Donc, s'il y a une chose, c'est faites-vous confiance et candidatez en école d'architecture. Ne dites pas je suis pas bon en dessin ou en maths ou je sais pas quoi, donc je vais d'abord faire une première année de je sais pas quoi. Candidatez. Après, vous êtes pris, pas pris. Vous avez une autre stratégie. Ensuite, si vous n'êtes pas pris, et puis éventuellement vous revenez par la porte ou par la fenêtre. Mais on est là pour vous former dès la première année. Et comme je l'ai dit, aucun d'entre vous qui sera pris n'a toutes les compétences par rapport aux requis du premier semestre. Voilà. Donc les enseignements sont fondés de telle sorte à ce qu'on accompagne l'étudiant dans la connaissance des fondamentaux. Voilà. Et on a eu le cas cette année d'une étudiante qui avait fait une année d'archéologie. Donc quand on a commencé à faire des relevés, elle était super opérationnelle. Elle a pu accompagner en tutorat les autres. Voilà. Et peut-être qu'elle avait des difficultés dans d'autres domaines. Vous avez des étudiants, par exemple, qui ont fait du design graphique en bac ST, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y en a qui ont fait de la construction en ST2I, machin. Enfin, donc toutes ces filières-là vont apporter leur champ de compétences et puis leur niveau de la nécessité d'augmenter leurs compétences dans d'autres domaines. Ouais, pardon, madame, il y avait une question avant. Et après, ce sera à vous. Alors ça, c'est ce que disait Luc tout à l'heure, c'est que ça, c'est la machine Parcoursup, nous, on n'a plus la main. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a transmis le classement, imaginons qu'il y ait 850 classés de 1 à 850 sur les 1000 candidats qu'on reçoit à l'oral. Nous, on met ça dans la machine Parcoursup et après, là, ça déroule sans nous. C'est-à-dire que chacun des candidats va recevoir une réponse. Ça va être non, vous n'êtes pas admis, si vous êtes en dehors des admis, ou oui, vous êtes admis, mais en liste d'attente. Et puis petit à petit, avec les phases intermédiaires, il y a des délais de réponse. Donc les gens qui sont admis vont dire non, je viens pas à l'ENSA Normandie, mais je viens à l'ENSA Paris-la-Villette. Et petit à petit, on remonte dans le classement jusqu'à la dernière phase. Et là, nous, on n'a plus la main là-dessus. Oui. Eh bien, si vous êtes admis dans 3 écoles, vous êtes admis dans 3 écoles, à Lille, à Bordeaux et à Normandie. Et le 2 juin au soir, vous êtes admis dans 3 écoles. Donc dans ces cas-là, on vous demande de faire un choix. Ça, c'est Parcoursup. Ça, c'est Parcoursup. C'est pas les écoles qui gèrent, encore une fois. Oui, mais ça, la procédure Parcoursup vous permet de conserver un choix. Si vous êtes admis à Bordeaux, mais que vous avez vraiment envie d'aller en Normandie, vous êtes en liste d'attente, eh bien vous avez la possibilité d'attendre en laissant l'admission à Bordeaux tant que vous remontez pas en Normandie. Et puis à un moment donné, il y aura le couperet qui vous demandera de choisir si vous n'atteignez toujours pas. Voilà. Mais ça, c'est complètement la procédure. Enfin, ça, il faut aller sur la procédure Parcoursup parce que moi, je ne peux pas vous expliquer comment ça se passe. Ça, c'est les modules qui sont communs à toutes les. Ce serait pareil si vous candidatez en école d'ingé, en fac de géo, en école d'archi, en école de je sais pas quoi. Ça sera la même chose. C'est pas spécifique aux écoles d'architecture. Ça, c'est la procédure Parcoursup. Vous avez une question ? Ouais. Alors c'est pas formalisé. Donc la question c'est est-ce que si j'ai un parcours de formation
là, dans le design d'espace, mais ça peut être en géographie, en histoire de l'art, en ce que vous voulez, en école d'art, etc. Si j'ai suivi, par exemple, une licence dans un domaine particulier, où j'ai fait un BTS en génie civil, ou ce que vous voulez, la procédure, alors je ne sais plus jusqu'à quand on peut candidater sur Parcoursup, mais je pense que vous pouvez toujours le faire sur Parcoursup. Donc vous êtes dans le lot de ceux qui ont déjà leur bac. Et sinon, il y a une autre procédure de validation des acquis par l'expérience. Et donc là, c'est une commission d'enseignants qui évalue le dossier de la personne. Donc pour le coup, là, il y a un book avec les réalisations, les carnets de notes, etc. Et au regard de la qualité du dossier, soit il va être refusé, soit il va être accepté en disant vous avez une licence 3 en design d'espace et on estime qu'en gros vous intégrez la licence 2 d'école d'archi. Donc il n'y a pas d'équivalence, il n'y a pas d'accords nationaux sur l'équivalence d'une formation à l'autre entre une école d'architecture et d'autres formations. Ça n'existe, il n'y a pas de grille générale, il n'y a pas d'équivalence, etc. C'est à l'appréciation des enseignants, premier point. Et deuxième point, c'est les capacités d'accueil de l'établissement. Donc par exemple en L1, vous comprendrez qu'on n'a pas de place puisqu'en fait on les remplit facilement par Parcoursup. Donc ceux qui sont pris comme ça, c'est assez limité, mais c'est plutôt les places qui se libèrent au cours des années qui nous permettent d'intégrer des gens qui ont des parcours un peu différents. Voilà. Oui, en général, c'est vrai qu'on c'est plutôt des dossiers qu'on a, des gens qui sont déjà diplômés d'une licence, de manière générale. Voilà. La météo, les locaux, le directeur, les enseignants, les étudiants. Non. Les compétences attendues sont les mêmes, puisque on est évalué par l'HCERS, qui est le Haut Comité d'évaluation de la recherche et d'enseignement supérieur, comme toutes les universités, etc. Donc on a le même type d'évaluation de nos formations. Donc on est accrédité par l'État. Donc toutes les écoles nationales sont accréditées et là-dessus il n'y a pas de sujet. Si ça vous intéresse, la littérature juridique, il y a des arrêtés qui datent de 2005 qui définissent les contenus des formations, mais c'est intéressant parce que ça vous dit ce qu'il faut apprendre, etc. Donc normalement chaque école se conforme à ça, mais a le choix de le faire sous des modalités très différentes. Vous avez une école comme Paris-Est, de ce que j'en sais, donc c'est l'école qui est située à l'est de Paris, au sein du campus de Paris-Est. Par exemple, il n'y a pas d'enseignement d'art plastique dans les premières années de licence, alors que vous allez à la Villette, vous pouvez faire des croquis de nus, de sculptures de plâtre, de manière, on va dire, assez classique dans ce qu'on attend comme enseignement d'art plastique. Donc vous voyez que chaque école a vraiment son histoire. Nous, alors l'école, en fait, c'est nos 120 ans cette année. Donc voilà, on est la plus vieille école de région de France. Donc on a une histoire, on a un projet. On veut, voilà, si vous allez sur le site de l'école, vous avez un document qui vient tout juste d'être publié au mois de décembre qui s'appelle le projet d'établissement. C'est une sorte de manifeste de ce qu'on veut, de ce à quoi on croit, de ce vers quoi on veut aller. Voilà, donc historiquement, l'école d'architecture a une forte culture sur la réhabilitation, par exemple, et elle essaye de renforcer ce domaine-là sur la question du réemploi, de l'économie circulaire. On a, par exemple, moins une culture du paysage. Notre première enseignante qui est ici, là, Axel, titulaire dans le domaine du paysage, vient d'être recrutée. Avant, c'était des contractuels, donc la présence, on va dire, institutionnelle, scientifique, etc., était moins importante. Donc il y a d'autres écoles pour lesquelles peut-être ça va être plus prégnant. Donc vous avez des colorations. Je pense que c'est pas très évident pour vous parce que d'une part, sauf si vous travaillez dans le domaine, c'est pas facile. Voilà, je sais pas, moi, mon père était expert comptable, il connaissait rien de l'architecture, donc voilà, j'ai dû défricher moi-même de ce que je connaissais de l'architecture. Donc c'est déjà pas facile de comprendre le domaine pour les gens qui sont vraiment en dehors de ça. Et donc en plus, après, essayer de voir la spécificité des écoles, c'est vrai que c'est pas évident. Donc je peux comprendre que la question, elle peut être un peu, voilà. Après, il y a des motivations qui sont tout à fait légitimes. J'ai ma tante qui habite à Toulouse, ça sera facile pour moi, etc. Et encore une fois, soyez vrai avec vous-même. Racontez pas des histoires parce que, je sais pas, j'adore la place du Capitole et je sais pas quoi. Mais en fait, si on l'a jamais vu, c'est pas la peine. Donc, le seul conseil que je peux donner, c'est naviguer sur les sites des écoles
Évidemment, idéalement, aller dans les portes ouvertes, ça, bon, voilà, parce que ça vous donne un peu une ambiance, ça vous donne un peu quel est le message qui est porté. Et puis, le mieux du mieux du mieux du mieux, c'est vraiment d'interroger des étudiants dans l'école. Parce que je pense que c'est les seuls vrais témoins, c'est les seuls qui font tout le parcours. Hein. Nous, on voit que un bout du truc, en fait. Hein. Donc, les seuls qui ont une vraie opinion, puis en plus avec un vocabulaire, etc., c'est les étudiants. Donc après, moi, je connais plus ou moins chacune des écoles. Mais je peux vous donner peut-être 2-3 exemples. Clermont-Ferrand, par exemple, a depuis très longtemps travaillé sur les espaces ruraux. Et donc l'ingénierie de projet dans les communes rurales où il y a un peu un désert d'ingénierie de projet, etc. Comment on fait? Donc en fait, ils font des ateliers très implantés dans le milieu rural. Voilà. Vous avez une école comme Nantes, qui est un laboratoire de recherche, un des plus importants en France, qui est CNRS, donc un très haut niveau de recherche, etc. Il y a un bâtiment entier consacré à la recherche. Ils ont une quarantaine de doctorants. Ils ont des masters recherche. Ils ont des collaborations avec une école de commerce, avec une école d'ingénieurs. Et ils ont des spécialisations en scénographie, en architecture navale et en je sais pas quoi. Donc ça donne une coloration au bâtiment. Ils sont dans un campus avec l'école d'art de Nantes, dans l'île de la création avec les machines de la cité, etc. Si vous êtes allé là-bas, donc c'est vraiment un environnement très différent de ce qu'on a ici, par exemple. Donc voilà, c'est un peu, on va dire, à la fois les forces en présence à l'intérieur, et puis à la fois l'environnement qui fabrique, on va dire, l'identité de l'école. On va dire l'expérience étudiante, comme on peut dire, c'est-à-dire la manière dont l'étudiant va traverser toutes ces questions-là. Et je pense que, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut savoir un peu naviguer dans ces sites-là pour comprendre un peu ce qu'il en est, regarder un peu ce qu'on fait dans le laboratoire, un peu ce qu'on fait, etc., pour comprendre un peu ça. Mais de toute façon, c'est un monde qui est encore assez nébuleux pour vous, probablement. Donc il faut juste avoir une idée comme ça. Et si vous venez à l'école d'architecture en première année, c'est pas pour faire le master DRAC, parce qu'en fait vous savez pas pendant les 3 années, vous savez pas ce que vous voulez faire, et peut-être que vous voulez être architecte naval et que vous avez envie de partir à Nantes en master. Donc, mais c'est simplement pour vous donner un peu, voilà, le contenu de ce qui peut se faire. Après, il y a quand même une culture, et si vous voulez, les enseignants quand même ont des mobilités, on a une expérience, moi j'ai enseigné dans 4 ou 5 écoles, donc il y a quand même des cultures communes, et on est en France, donc si vous allez si vous allez faire vos études en Espagne, ce ne sera pas du tout la même façon de faire, etc. Donc il y a des points communs, c'est ce que j'ai un peu expliqué sur le niveau de diplôme, c'est-à-dire les diplômes sont accrédités avec les mêmes niveaux de compétences qui sont accrédités, mais les modalités sont particulière. Il y a 17 ans, on ne sait pas bien ce qu'on va faire. Oui. Enfin, je ne sais pas, souvenons-nous. Voilà, 17 ans, je ne sais pas trop. Par contre, oui, la licence, c'est un niveau. Et ce qu'un rappel à préciser, le master est peut-être une spécialisation, en tout cas une orientation. On a 3 ans pour comprendre déjà. Je ne suis pas sûr qu'on se retrouve dans 2 ans avec vos enfants. Je ne suis pas sûr que le métier d'architecte soit le même dans ce qui, aujourd'hui, quand on discute, oui, on va construire, on va faire, peut-être que dans 2 ans, ça sera peut-être autre chose et on va avoir des modalités différentes. C'est peut-être pas construire, c'est peut-être décider d'aller dans une carrière plutôt administrative pour gérer les permis de construire, parce que ça nous intéresse, ou le développement rural, ou peut-être faire de la politique, ou peut-être, je ne sais pas, devenir directeur d'un service dans une commune. C'est tout à fait possible. Donc, je crois qu'il y a des choses là qu'il faut comprendre. Par contre, la chose qui est vraie, c'est si la mer m'intéresse, je peux aller faire mes études à Clermont-Ferrand, il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est peut-être pas malin. Voilà, c'est ce que je dis. Par contre, si j'ai envie de travailler sur la montagne, venir en Normandie, c'est peut-être pas le truc qu'il faut faire. C'est que nous, on a un truc, ça s'appelle la Seine, et puis on a quand même pas mal de côtes. Voilà, trait de côte qui bouge, inondations et zones industrielles qui sont en train. Voilà, donc. De voir un petit peu par rapport au territoire, et je pense que ça, il faut vraiment bien comprendre. Peut-être qu'est-ce qui m'intéresse comme question, voilà, voir avec les labos de recherche aussi sur quelles questions ils sont parce que là, c'est les forces vives de l'école. Donc voilà, pour avoir un profil, tout en sachant que tout ça bouge et qu'à la fin de la licence, je
peux aller dans une autre école, voir, parce que j'ai compris qu'au bout de 3 ans, mon master, j'ai plutôt envie d'aller travailler sur l'architecture navale. Je vais demander à Nantes s'il m'accepte par rapport au dossier et ainsi de suite. Ça, on a le droit, on a cliqué, quoi. On a cliqué pour passer. Bonjour. En fait, il y a beaucoup de candidats très peu d'élus. Et quand même, de mon point de vue, mais peut-être c'est quand même plus l'administration Parcoursup qui choisit les étudiants. Alors, il faut déconstruire complètement l'imaginaire de Parcoursup. Parce que, en fait, Parcoursup, c'est juste une plateforme nationale qui permet à chaque établissement d'enseignement supérieur de pouvoir assurer son recrutement. C'est tout. Donc, c'est juste une mise en relation qui vous évite. Nous, à notre époque, on devait faire autant de dossiers qu'il y a d'établissements supérieurs dans lesquels on candidatait. C'est juste de faire un seul dossier pour tous les trucs. Donc, par exemple, toutes les questions mais comment vous tenez compte du fait que le lycée, il est meilleur ou pas? Moi, je vais vous dire, j'ai des candidats de toute la France. Il y a 40% d'étudiants en première année qui viennent de Normandie. Déjà, je connais un peu les lycées de Rouen, du Havre, mais pas beaucoup au-delà. Et je ne saurais pas dire si c'est mieux d'être à Flaubert, Corneille ou Perret ou je ne sais pas quoi. Donc, on n'a pas du tout ni le temps, ni les capacités, ni l'envie de se poser ces questions-là. Et alors, si quelqu'un vient de Toulouse et qui vient du grand lycée machin de Toulouse, en fait, je connais pas. Donc ça, ces questions, d'une part, il n'y a pas du tout de relation à la question du lycée d'origine. C'est peut-être pas le cas de Sciences Po ou je sais pas quoi, d'autres procédures d'admission qui vont avoir un système d'algorithme hyper sophistiqué. On va prendre l'indice du lycée, machin, la place dans la salle, dans la classe et tout ça, parce qu'ils ont les capacités financières d'ingénierie de créer ce type de choses. En fait, ce qui se passe, c'est que la seule chose que vous faites, c'est que vous déposez les notes et votre dossier avec votre parcours, tout ce qu'on a dit sur l'extrascolaire, etc. Et chaque école récupère ces données-là et en fait ce qu'elle en veut. Voilà. En fait, si mon choix premier, c'est Rouen, je suis admis à Paris. Oui. Donc, j'ai pas eu Rouen, je dois renoncer à l'école d'architecture. Alors c'est la réponse que j'ai faite tout à l'heure à madame, c'est que ça c'est la procédure Parcoursup qui fait qu'à un moment donné, si vous êtes admis quelque part et que vous êtes en liste d'attente ailleurs, en gros, tant que vous libérez pas la place, vous êtes admis, vous avez aussi des gens qui sont en liste d'attente sur cette place-là. Donc de toute façon, la procédure, elle est faite, elle est bien faite. Moi, j'ai déjà 2 filles qui ont fait, j'ai traversé la Parcoursup 2 fois, donc je vois à peu près à quoi ça ressemble, même si ça modifie un peu chaque année. Mais en gros, en général, le premier soir, et là, je veux rassurer tout le monde, vous avez admis nulle part, d'accord? Donc il faut pas, moi c'était la crise de larmes et tout ça, mais il faut rester confiant. Ayez confiance en vous, hein, vous avez des compétences, on a besoin de vous dans l'enseignement supérieur. Si vous êtes là, si vous avez votre bac, etc., c'est que vous êtes tout à fait capable de le faire. Donc ayez confiance en vous. Voilà, regardez au niveau du degré de place que vous avez. Si c'est marqué que l'année dernière on était descendu au 350e et que vous êtes 200e à l'ENSA Normandie, c'est que vous avez globalement quasiment 100% de chance d'être pris, même si vous êtes encore en liste d'attente. Et ça, vous regardez chaque formation et vous voyez qu'à peu près, vous aurez forcément quelque chose. Donc voilà, il y a des cas où des gens qui restent sur le carreau, mais après, il y a des dispositifs du rectorat pour le faire. Mais forcément, à un moment donné, il faut que les places se libèrent petit à petit pour que vous puissiez remonter. Et ça, la procédure Parcoursup est très bien faite. C'est que dès que vous avez 2 choix, là, vous avez, je crois, 48 heures pour faire le choix entre l'un et l'autre. Et à ce moment-là, vous libérez une place dans l'une des 2 formations. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que si vous remontez à l'ENSA Normandie et que vous êtes obligé de la prendre, vous pouvez encore attendre. Si vous voulez vraiment une école parisienne ou je ne sais où et que vous êtes encore en liste d'attente, vous pouvez toujours attendre. Donc, il y a toute la procédure, elle est faite comme ça. Si vous ne l'avez pas déjà traversée, globalement, c'est extrêmement bien fait en termes de séquençage. Il y a juste des petits moments il y a le moment de crise qui est le 2 juin en soir. Bon, ça, voilà, préparez les machins. Arrêtez de regarder toutes les heures, mais ça sert à rien. De toute façon, c'est mis à jour tous les 24 heures. Donc, voilà. Et déstressez-vous. Et ensuite, prenez le temps de réfléchir. Et à un moment donné, vous avez 48 heures pour choisir entre 2 formations. Et voilà. Et là, normalement, vous avez eu le temps. Aujourd'hui, vous n'avez pas encore fait vos vœux, vous allez faire vos vœux, puis après vous allez confirmer vos vœux, et puis tout ça, vous avez le temps de discuter avec les parents, avec les profs, avec les psychologues d'orientation. Enfin voilà, vous avez 6 mois devant vous pour tout ça émerge petit à petit. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Voilà.
Mais c'est pas Parcoursup qui choisit. En général, je vais vous dire, c'est les étudiants qui choisissent. Il y a un espèce de fantasme dans les écoles d'architecture qui pense que les élèves vont choisir telle école, que c'est l'établissement qui va faire en sorte de pouvoir choisir ses meilleurs élèves. Mais non, parce que nous, les 100 premiers, en général, il y en a que très peu parmi les 100 premiers qu'on a vraiment choisi comme étant les meilleurs qui choisissent la Normandie. Donc en général, c'est les élèves qui choisissent leur orientation. Voilà. Vous n'êtes pas de Rouen ? Ouais. Alors, j'ai discuté un peu avec la directrice générale du Crous de Normandie. Globalement, il y a une offre Crous, si vous êtes éligible, évidemment, parce qu'il faut d'abord être sur liste d'attente selon les revenus, etc. Mais il y a une offre assez importante, comme j'ai dit, sur le plateau de Mont-Saint-Aignan, au niveau de la faculté, donc le campus qui date des années 60. Là, il y a une grosse capacité d'accueil parce que ce sont les logements les plus anciens. Et en général, les étudiants en première année, ils sont logés là parce que voilà, mais dès la deuxième année, ils vont être en centre-ville pour les raisons qu'on peut comprendre. Donc c'est assez éloigné de l'école. Et le Crous construit peu de logements étudiants à Rouen parce qu'il y a une offre, il y a un marché immobilier à Rouen qui est, on va dire, pas tellement tendu par rapport à Bordeaux, Paris, etc. On est quand même une des régions qui ont un marché immobilier, on va dire, les plus accessibles et les plus abordables. Donc il y a une offre de logements étudiants dans le privé à des prix relativement abordables quand on met les APL derrière, ce qui fait que il ne voit pas de besoin très conséquent. Donc après, poser quand même la question au Crous. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudrait qu'on demande au Crous d'être là aux journées portes ouvertes. Ça serait plus simple pour nous. Le campus le plus proche, c'est celui de la fac de médecine, qui est à côté du CHU. Donc c'est facile de vous repérer. Autour du CHU, il y a des logements étudiants. Mais aujourd'hui, je ne saurais pas vous dire où logent mes étudiants, par exemple. Après, il y a tous les systèmes de colocation. Il y a beaucoup d'annonces de colocation, etc. Mais en général, la première année, ils sont sur le plateau de Mont-Saint-Aignan en logement Crous. Et la deuxième année, ils se sont démerdés pour trouver un truc plus sympa en centre-ville, etc. Oui, même le premier semestre en général. Donc, voilà. Ben ça, je vais laisser Luc le faire. Parce que sur Hanoï, est-ce qu'il y a un accompagnement ? Un accompagnement. Ah, où sont logés il y a un accompagnement par les étudiants qui y sont. On a une soixantaine d'étudiants français qui sont maintenant à Hanoï. On a quand même là maintenant, c'est la troisième année qu'on a des étudiants de Parcoursup qui sont déjà partis. Et donc on arrive pour la première fois, là on va arriver en L3. Donc on a tout un réseau aujourd'hui et le rapport, on est pris en charge beaucoup par l'administration hanoïenne, très chaleureux, mais en même temps c'est un grand choc. Voilà, c'est un grand choc culturel. Donc pour aller au Vietnam depuis une vingtaine d'années, donc ça reste toujours un grand choc. Et on accompagne les étudiants. Moi je pars toujours en mois de septembre, pendant un mois. Je reste avec les étudiants qui viennent d'arriver. Et on essaie d'aplanir les plus grandes difficultés, mais c'est un engagement. Et pour ça, en amont, là, il y a un oral spécifique où on essaie de tester avec les collègues. On est 5 enseignants à partir. Parce que c'est l'école de Rouen, Normandie, qui est responsable de la licence. C'est le programme de la Normandie qui est, avec quelques adaptations, notamment en histoire de l'architecture, parce que c'est pas tout à fait pareil. Même si on donne, nous, on intervient à peu près tous les mois et demi, on a un enseignant qui est au Vietnam, mais après on a des collègues vietnamiens qui parlent français, qui ont en général des thèses qui ont été faites ou à Bordeaux ou à Toulouse, bientôt à Rouen, et donc après, ça se fait comme ça, et c'est la seule licence véritablement francophone, parce qu'il y a des licences soi-disant françaises, mais qui sont en anglais. Donc après, ça ouvre des possibles, comme disait Raphaël, c'est vrai que l'anglais est parlé par tout le monde, mais là on a une licence spécifiquement francophone au Vietnam pendant 3 ans, et après on a le master qui est en train de se mettre en place, et le doctorat aussi qui poursuit. Donc par rapport à l'accueil, on a
service international qui est très très au courant de ce qui se passe au Vietnam, mais il n'y a pas un accompagnement au jour le jour. Voilà, c'est une autonomie. Voilà, ce qu'on essaie de mesurer quand on rencontre l'étudiant ou l'étudiante, c'est sa capacité à se débrouiller un peu seul. Mais on a des profils passionnants. C'est des gens, moi là, ça fait 3 ans que je les côtoie, j'ai rarement vu des gens aussi autonomes. C'est-à-dire qu'ils sont capables de vraiment, là les L3 là, qu'on a là, ils sont tout terrain. Voilà. Et c'est formidable d'avoir cette culture, cette espèce de déséquilibre, comme dit Michel Serres, l'écart à l'équilibre. On a des étudiants qui sont à la fois, parce qu'ils ont 18 ans, ils sont français, et parce que ça fait 3 ans qu'ils sont là-bas, ils ne sont pas vietnamiens, mais ils ont des rapports à l'architecture, à l'espace, ils ont découvert des choses, puisqu'on a en même temps volonté d'avoir des étudiants français qui sont en binôme avec des étudiants vietnamiens en permanence, et maintenant on commence à avoir quelques étudiants vietnamiens, quand même, de coût de la vie. Alors, il faut un truc à préciser. Ouais, il faut préciser juste en termes. Alors, en général, quand même, les parents partent au mois d'août pour vous dire, voilà, prévoyez un séjour au moins d'un des deux parents, comme vous le feriez s'il était à Toulouse ou à Montpellier si vous habitez à Rouen. Donc ça, premier point. Deuxième point, effectivement, c'est que les conditions d'inscription ne sont pas tout à fait les mêmes puisque vous payez les droits d'inscription de l'université d'Hanoï qui sont autour de 2500 $, ce qui peut paraître important pour des études supérieures en France, mais évidemment avec un coût de la vie qui est bien inférieur si vous habitez comme monsieur à 1h30 de Rouen et que vous devez loger votre enfant à Rouen pendant une année. Voilà, là-bas le coût de la vie est quand même considérablement plus réduit. Par contre aussi, il faut anticiper, c'est que le système fait que dès lors que vous avez un déplacement sur site, vous devez payer le déplacement en plus, etc. Ce qui n'est pas le cas à l'école de Normandie. Donc il faut bien anticiper toutes ces questions-là, mais à la limite, Luc sera voilà, pour échanger si vraiment c'est un sujet qui vous intéresse dans le détail. Ouais. Question très particulière, j'ai 46 ans, je veux postuler. Quelles sont mes chances, j'ai fait le compte Parcoursup, qu'est-ce que je dois mettre en avant pour avoir une chance de défendre mon dossier Alors d'abord, vous répondez à une de mes questions. Je me demandais si au-delà des 2-3 ans après le bac, on avait le droit de créer un dossier Parcoursup. Donc merci, parce que ça me permet d'avoir une réponse très concrète. Voilà. Et merci de votre intérêt pour la formation en architecture à l'école de Normandie. Normalement, dans votre situation, le plus, enfin, je sais pas quel est votre parcours, etc. Mais ce que j'ai dit tout à l'heure sur la formation en design d'espace, etc. Le plus habituel, c'est qu'on a des dossiers en validation d'acquis. C'est-à-dire que vous mettez en avant vos expériences et vos expertises et on vous intègre dans un cycle de formation. Si évidemment vous êtes complètement éloigné, alors il existe à Nantes, à Lyon, à Marseille par exemple et à La Villette je crois, des formations professionnelles continues qui vous permettent de cumuler emploi et formation en architecture, mais on n'a pas ça à l'école d'architecture. Donc après, j'ai envie de dire, c'est comme n'importe quel autre candidat qui aurait fait 2 ans de géographie ou je sais pas quoi. C'est que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que pendant l'entretien, ce qui va être l'élément déclencheur, on va dire, d'un recrutement, c'est la capacité à expliquer pourquoi on fait peut-être 360, j'en sais rien, mais en tout cas une conversion dans l'orientation. Et moi, par exemple, je pose pas de questions sur les connaissances en architecture à un étudiant qui est en terminale, parce que je fais l'hypothèse qu'il a probablement peu de chances d'avoir un enseignant qui se soit intéressé à l'architecture et qui en ait parlé dans les enseignements, sauf s'il avait des cours d'histoire de l'art ou je sais pas quoi, mais voilà. Par contre, quelqu'un qui se pose des questions au bout d'1 an ou 2 ans de formation, on pourrait attendre de lui qu'il ait interrogé un architecte, éventuellement qu'il ait fait un stage en architecture, éventuellement qu'il ait fait des expos, qu'il ait lu des bouquins, parce que si il a eu ce temps de maturité, c'est pour s'imprégner un peu plus des questions autour de la discipline d'architecture. Voilà. Donc je dirais c'est plus une attente au niveau de l'oral, de savoir parler de ce qu'on a compris de l'architecture, des métiers, etc. quoi. L'admissibilité, j'ai envie de dire, c'est un calcul un peu bête et méchant, donc là, il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà.
C'est parce qu'on est, comme le disait Luc, hein, on a tant de candidats. Alors, une chose qu'il faut aussi, j'ai pas précisé, j'aurais pu le faire quand vous étiez plus nombreux, mais les candidats candidatent environ dans 4 écoles différentes en moyenne. C'est-à-dire que forcément, ça démultiplie le nombre de candidatures, alors qu'il n'y a pas plus de candidats. C'est pour ça que le système n'est pas encore tout à fait bien opérationnel. Donc il faut, en gros, si vous faites partie des gens qui sont aptes à faire des études d'architecture, normalement vous y arrivez. Parce que en fait, il y a toujours à un moment donné une école que vous arrivez à intégrer. Voilà. Bon, j'ai eu des cas, on n'a pas admis à l'oral quelqu'un ici, qui a été admis à l'oral ailleurs, etc. Donc bon, le territoire est un peu mouvant et je peux comprendre que individuellement vous percevez ça avec un certain stress et une certaine appréhension, mais globalement le système est plutôt voilà, on a 2000 places chaque année. Je ne sais plus pour combien de candidatures au total, je crois qu'il y a 35 ou 45 000 candidatures, mais vous devez diviser par 4. Donc je crois qu'en gros on offre à peu près un tiers de places. En gros vous avez une chance sur 3 d'être pris, quoi. Voilà. Sachant qu'il y a aussi des candidatures qui ne sont pas très pertinentes. Hein. On le voit assez bien à l'oral, par exemple. Il y a une chose qui serait ça, je disais, si toutes les écoles d'architecture mettaient le même jour pour les oraux, tout à coup, le reste, ça serait vachement plus simple. Mais en même temps, le système qui est peut-être stressant et peut-être pas tout à fait pertinent, mais ça offre plus de chances. Donc c'est toujours une espèce de déséquilibre à trouver. Est-ce qu'il y a des questions ? Après, encore une fois, on est à disposition. Le service formation, service international, les associations étudiantes sont dans le grand hall. Et pas mal de profs. Alors, je ne sais pas comment, vous n'avez pas de... Ceux qui ont des badges là, et je ne sais pas ce qui est marqué dessus. Enseignants, voilà. Donc, allez voir les... Ou enseignantes. OK ? C'est bon pour tout le monde ? Un grand merci.